Ok, salut les MSV, bienvenue chez moi, Johanna. Donc après un petit parcours, des études en fait en élevage, j'ai été vers plutôt l'économie-gestion, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire pendant quelques années. Et puis j'ai toujours voulu m'installer, mais c'était pas encore trop défini entre les animaux, etc. Mais j'ai découvert l'association MSV en novembre 2019. Et voilà, j'ai été prise assez séduite. Et du coup, j'ai continué par des visites, des stages en maraîchage. Et me voilà donc chez moi, à Haut-du-Thème, à 440 mètres d'altitude, donc je suis au pied du village, on va dire, dans la haute vallée de l'Ognon. Et donc c'est un terrain rempli de prairies, de friches, de bois, où toutes les possibilités sont là. Et donc je m'installe en maraîchage et poule pondeuse. Voilà, du coup, vous voyez derrière vous là, donc le futur emplacement de la serre entre le gros poulailler et le chemin qui est entre les sapins. Et aussi, du coup, une zone qui a déjà été bâchée pour faire un petit test, mais malheureusement bâchée un peu trop tard. Du coup, il n'a pas encore pu être planté. Donc on est fin septembre, la bâche avait été posée à la mi-juin, je dirais. Donc c'était un peu juste là pour pouvoir planter de l'ail à la base qui était prévu et des fraisiers. Qui sont prévus, il y aura 2 jardins de 200 mètres carrés sous serre, plus une zone poussinière, une zone pépinière, et aussi environ 1600 mètres carrés, donc en tout 2000 mètres carrés de maraîchage, donc 1600 mètres carrés de maraîchage légumes. Et à côté de ça, il y aurait encore 3000 mètres carrés environ de vergers, de petits fruits, de pérennes, donc des asperges qui sont déjà en place dans le coin là-bas, et des artichauts éventuellement, enfin de la rhubarbe, etc. Après 200 poules environ, et aussi de la poule de race. Il y a des races Fortwerk, Brahma, qui va bientôt rentrer en couveuse, de la Marran, de la poule de Bavière, qui est en fait de la Grünleger, on appelle ça, qui fait des œufs verts. Le calendrier, donc l'installation elle est prévue officiellement en tant qu'exploitante au 1er janvier. Le montage de la serre il va se faire petit à petit avec donc les fondations, parce que c'est la serre pied droit. Pour l'itinéraire technique qui va être un peu original, enfin, j'envisage aucune mécanisation, mais par contre faire venir des cochons qui vont en fait faire le ménage, manger les campagnols, manger les larves de hanneton, il y en a pas mal, du taupin. Donc ça va faire le ménage, tuer la prairie, et donc bon après l'idée c'est à lisser après le sol en faisant un apport. Donc là on est sur un sol plutôt très sableux, un peu caillouteux, quand même assez riche et un petit peu d'argile aussi. Dans les rotations il y aurait souvent des poules sur un jardin, ou alors des cochons de temps à autre, et aussi des engrais verts de temps à autre. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est une rencontre en fait avec un projet qui s'appelle Gaïa, qui est porté par la région Haute-Saône, par la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. Donc c'est plusieurs maraîchers qui sont en bio, qui ont décidé de en fait, partager leurs données, de se visiter entre eux avec un expert sol et aussi avec un expert irrigation qui du coup apporte leur expertise et donc face aux problématiques de chacun, qu'est-ce qui serait à faire, est-ce que les pratiques déjà en place sont adéquates, etc. Donc c'est vraiment un groupe qui est porté sur le partage et apprendre en commun, quoi, apprendre ensemble. Et chacun apporte aussi son retour d'expérience, ça j'ai déjà essayé, etc. Voilà. Donc du coup, ouais, comme je disais, en fait ça ce sera l'axe d'accès jusqu'à la cave qui va être un peu mieux terrassée et encailloutée. Parce que du coup la cave ce sera mon lieu de stockage, alors peut-être pas de tout parce que c'est quand même assez humide et assez frais en hiver, donc pour les courges ça va pas, j'ai testé l'an dernier. Donc après j'ai un peu de parc à poules qui vont être ici, mais il y aura aussi des déplaçables un peu partout. C'est l'itinéraire prévu, hein, donc combiné avec les animaux, donc de temps en temps il y a un jardin qui passera en parcours poule ou en parcours cochon aussi au tout début. Donc là on voit des petits peupliers là, qui poussent super bien, juste derrière c'est la Reine des Prés. Donc ça c'est la zone humide que je disais, là-bas même en canicule l'an dernier ça restait légèrement humide. Donc en fait il y a une concentration de toutes les eaux qui doivent se mettre vers là, et comme dit sur le cadastre il y avait une fontaine à l'époque. Donc en fait la prairie du fond elle est aussi à moi, elle est juste fauchée parce que c'est pareil, c'est une zone très humide. Un étang qui s'est renfermé on va dire qui est là-bas. Il n'est pas sur le cadastre par contre, mais bon, il y a clairement un étang derrière le poteau électrique qui doit faire quoi, 1000 mètres carrés. Et après donc il y a une prairie en fait en longueur le long de la route là-bas, qui sera elle réservée plutôt parcours poules, comme il y en aura quand même 200. Là j'aurai plutôt mes poules de race, les parcs à poules de race, et qui sont en fait reproducteurs, donc il y a 4 poules par parc, enfin 3 poules, un coq par parc, et là il y en aura 5-6 parcs comme ça. Et les pondeuses, les rousses pondeuses, ce sera là-bas en gros lot, quoi. C'était un relais de diligence en tout premier, c'était été construit pour relais de diligence. Puis ils ont toujours travaillé en fait dans le débardage de bois.
Et le terrain, en fait, il était juste fauché. Là, dans les, je pense, je sais pas combien d'années depuis qu'il est fauché, mais je pense que ça fait plus de 20 ans qu'il est juste fauché. Même pas pâturé. Ouais, j'ai pu avoir une réduction, donc j'ai déjà certifié cette année. Bon, par contre, le fait que ça ait toujours été fauché et sorti du pré, je pense que c'était pas super bon non plus, parce que du coup, c'est quand même vachement appauvri au fil des années. Donc, Quand tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu as constaté? C'est quoi que tu t'es dit? Quelles sont les réflexions? Alors, donc j'ai emménagé en mai 2020, donc Ouais. c'était canicule, l'herbe était déjà jaune, sèche, ça n'a pas poussé. Ouais. Je me suis dit waouh, je me suis dit je me crois en Espagne. Cette année j'ai l'impression d'être en Écosse. Et là, ton sol, là, quand tu vois la prairie, elle te fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Interrogation. Ben, alors après c'est plus flagrant sur celle du fond, il y a beaucoup de fleurs de toutes sortes, donc c'est très diversifié. Ici un peu moins je dirais. Ouais. Ouais, qu'est-ce que ça vous Quand même, inspire, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Dessus, et comme il prédomine et qu'il y a vraiment, voilà, il y a un dérèglement au niveau du sol, quoi. Sinon, ça serait un petit peu plus diversifié. Un dérèglement. Ah oui, ouais. Tu vois. Juste le fait qu'il prédomine, quoi. Alors j'ai pas mal d'achillées, j'ai pas mal de la berce laineuse, trèfle. Après, il y a du jonc limite vers là-bas. Il y a la reine des prés qui a tendance à envahir dès que c'est humide. Donc cette année par exemple elle est un peu plus sur la prairie humide, mais bon ça vient pas de ce côté-là donc ça va. Bon, alors du coup ouais, ça c'était un des trous d'asperges pas à la mini-pelle, certainement un peu trop profond, parce que ça a un peu de mal. Et ça c'est les autres asperges plantées à la pelle. Merci pour cette petite fosse, tu avais prévu ça pour nous. Voilà. Quelle belle intention. C'est une excellente intention. Bon du coup ça a été fait déjà en mai hein, quand même. Ça date de mai. Par rapport à ce que tu as dit et puis les souhaits de ce qu'on a envie de faire, une des choses qui sont intéressantes dans ce contexte-là, c'est juste de savoir d'où on vient par rapport au sol. Donc là, je vais faire un petit peu de pédogénèse. Et voilà, quand tu regardes, on est dans les Vosges, on est sur des massifs qui sont globalement acides. Hein. Donc, et puis, comme dans le Jura, tout ce petit monde a été recouvert par les glaces il y a 15 000 ans à peu près. Hein. Et du coup, en arrivant ici, ce que je regarde, c'est de savoir si la carte géologique me donne, en gros, confirme un petit peu ce que je pense quand j'arrive quelque part. Donc, en l'occurrence ici, on a effectivement donc, des masques glaciaires hein, ils n'ont pas tous marqué, en tout cas présentés par le géologue, parce qu'en fait, sinon ils masqueraient tout. Mais globalement, à peu près partout, il faut retenir une chose, c'est que dès qu'on est sur une vallée, forcément, elle a été recouverte par des glaces. Ça, il y a toujours dans une vallée un point haut, un point bas, donc à un moment donné, le glacier il a avancé, il arrache tout. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est la puissance du glacier, mais c'est quand même des masses de glace importantes qui ont comprimé tout ça. Et du coup, en fait, ça arrache et ça comprime. Ça veut dire que le résultat que l'on voit ici, en fait, on le voit par rapport à sa capacité de retenir de l'eau, de la laisser filer. Donc, c'est la carte topo qui nous dit, puis c'est ce que tu vois ici. Donc, dès lors qu'on est dans une vallée glaciaire sur laquelle il y a des cours d'eau qui circulent, ça veut dire que l'eau de pluie, elle ne peut pas foutre le camp. Donc du coup, tout est drainé. Donc là, les cours d'eau le montent, tu l'as très bien dit, il y a une cascade, il y a un petit pissouyou là qui passe ici. Donc c'est des endroits potentiellement où tu peux aller récupérer de l'eau. Alors après, est-ce que cette matrice, cette moraine, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette moraine glaciaire, est-ce qu'elle est chargée en eau? Moi, très honnêtement, j'en sais rien. C'est ce qu'on appelle, hein, c'est de l'eau en gros qui est piégée de manière un peu interstitielle. Alors voilà, peut-être comment s'appelle, un chercheur d'eau là avec ses baguettes va peut-être retrouver. Maintenant, c'est pas forcément des débits très importants. Voilà, c'est juste donc teste, essaye. Ça c'est surtout en plus c'est bien, hein, c'est toujours intéressant de voir ça. Une observation l'an dernier sous l'Oignon, c'était en pleine canicule, donc en septembre, il restait qu'une flaque là derrière. Ouais. Par contre, ça coulait là-haut, donc en fait, il passait en sous-sol. C'est ça. Donc du coup, il y a peut-être des choses qui sont en tout cas vérifiées, mais globalement, en fait, l'eau, elle est plutôt en surface. Voilà, on va dire ça. Et est-ce qu'elle est en gros en souterrain et comment elle circule? Et son débit, surtout, je n'en sais rien. Donc tu peux avoir 0 ou tu peux avoir voilà. Et puis cette profondeur de matériaux en granitique, hein, donc c'est que des moraines, hein, donc c'est un gros tas de gravier. Et comme tout ça, c'est de l'arrachage de roches qui sont acides, on est sur des granites, hein, très majoritairement. Granit, je suis désolé pour toi, je veux dire,
il n'y a pas grand-chose dedans, mis à part beaucoup de quartz. Et puis il y a un petit peu d'argile, mais c'est juste peanuts, hein, c'est à peu près pas grand-chose. Donc, trouver dans ces sols une situation naturelle qui te permet de récupérer de l'eau, c'est mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, on peut, voilà, et en maraîchage, vous avez cette chance-là, c'est que vous pouvez tout artificialiser. C'est-à-dire qu'en gros, on peut créer tout ça, et le moyen d'artificialiser tout ça, c'est de jouer avec la matière organique. Il n'y a pas d'autre voilà, choix. Donc ces sols, comme la roche, elle est acide, donc en forêt, hein, quand on se balade en forêt, on va voir effectivement des sols qui sont hyper sableux, qui sont hyper drainants, donc c'est plutôt intéressant pour la plupart des espèces, donc des arbres, hein, donc les épicéas, les sapins, etc., qui ont une capacité de rentrer là-dedans assez facilement. Donc voilà, ils vont chercher l'eau, ils sont capables d'aller la trouver. Mais par contre, en termes d'acidité, on prend cher, hein. Donc dans notre jargon, on parle d'allochrysol, c'est-à-dire que c'est des sols qui sont désaturés à plus de 50%. Donc désaturé, ça veut dire que voilà, c'est l'essentiel des éléments qui traînent dans le sol, c'est que des milieux acides. Donc tout ce qui va entraîner le fonctionnement biologique, on va dire naturel, et dès qu'on joue en fait en agriculture, à un moment donné, ce qui va prendre le relais, c'est on n'a pas beaucoup de champignons, on a beaucoup de bactéries, et dont le summum d'activité, c'est quand même c'est la neutralité. Donc à un moment donné, pour pouvoir utiliser ce monde vivant pour nous servir de l'azote, c'est un tout petit peu plus compliqué dans des milieux fracassés. C'est-à-dire que je pars du principe que le milieu maraîchage, tel que tu vas le faire, tu vas le fracasser. Dire les choses clairement. C'est-à-dire que si tu ne le touches pas, en gros, les mycorhizes vont jouer, toutes celles qui sont en place. Dès que tu commences à faire un carré et que tu retournes tout ça, tu fais venir tes cochons, que ce soit des cochons, un tracteur, un machin bidule, ça va foutre le bordel, hein. Donc à un moment donné, voilà, ces organismes-là qui sont capables de nous faire venir, de nous amener de l'azote, hein, donc il n'y a qu'à regarder les forêts. Hein. Les forêts, on est sur des pH de 3,5. Donc voilà, en gros, quand on regarde ça, ça fait juste pas rêver, quoi. Et pourtant, ils sont grands, ils sont capables du coup de récupérer de l'azote. Ils sont capables également de ne pas, en gros, de s'affranchir des problèmes de pollution des métaux. Du coup, c'est ces mycorhizes, hein, en gros, qui font le filtre. Mais bon, on est sur des milieux stables. Donc, il va falloir jouer maintenant quand je veux faire du maraîchage. Donc, uniquement bâcher, ça fait une différence. Du coup, si tu bâches, en gros, tu évites l'évaporation, mais la capacité qu'a ton sol de récupérer, en gros, de stocker de l'eau, il faut juste savoir que c'est dans de la microporosité. C'est de la porosité qui est de l'ordre de 10 microns à peu près. Hein, c'est à peu près Donc, c'est quelque chose c'est de la construction, hein, c'est de l'agrégation. Donc, dans des sols, tous ceux qu'on a vus cette année et puis l'année dernière, hein, donc on était plutôt, c'est à l'inverse, plutôt beaucoup de sols un peu argileux, hein, sauf en bord donc chez toi où on voyait du sable, hein, du sable amassonné, hein, donc là t'arroses, ça passe au travers. Donc à un moment donné, en gros le moyen pour pouvoir récupérer ce que Dame Nature ne nous a pas donné, il va falloir le trouver par la gestion de la matière organique. Voilà, c'est ça ton levier, il n'y a pas d'autre, parce que après marner, je veux dire comme faisaient les anciens, bon, il suffit de faire un tout petit calcul, hein, si tu veux avoir en gros une part d'argile à récupérer, donc pour augmenter de manière significative, hein, donc 10 ou 15% si tu es à moins de, je sais pas, 5-6% d'argile, arriver à 15%, ce qui n'est pas énorme, ça va te coûter cher en camion, hein. Donc à un moment donné, on n'a pas trop... Oui, c'est ça, ils marnaient marnaient, c'était un grand... Donc à la fois c'était une manière d'apporter, en gros, de neutraliser par du calcium ou du magnésium, et puis du coup cette teneur en argile de ces matériaux qui sont plus utilisés maintenant pour choler, parce qu'en fait on préfère effectivement prendre des matériaux très durs et puis les réduire en poussière pour effectivement, je veux dire, gagner en efficacité. Donc là en gros tu cholais, donc tu avais 50% de calcium ou de magnésium, et puis tu avais le reste, c'était des particules argileuses. Donc ramener sur ça, c'était pas un gros souci. Donc en gros c'est à dimension humaine, on est capable de. Mais là c'est plus compliqué. Donc du coup il va plutôt falloir bien gérer, je pense, la part de matière organique. Et puis après il y a une chose aussi très simple, hein, c'est des choses, c'est comme tu le vois et vous avez gratté, donc on va très vite tomber sur le galet, sur le matériau, parce que là on est sur des zones, en gros la partie la plus plane, c'est du fluvio-glaciaire.
Donc c'est là où en fait un cours d'eau à un moment donné a circulé après les dernières glaciations, quoi. Et si tu as de l'eau, si tu as des niveaux imperméables, c'est que tout simplement l'eau n'est pas capable de foutre le camp, hein. Donc si elle ne peut pas foutre le camp, c'est qu'à un moment donné, tout est imperméabilisé. Ça veut dire que le matériau qui a été déposé au moment des glaces et a été suffisamment comprimé pour empêcher maintenant l'eau de pouvoir circuler. Bon, ça, je constate pas trop, j'ai pas trop de problème de stagnation. Non, pas ici. Juste au bord de ruisseau, Voilà, il déborde. juste de l'autre côté. Mais comme tu as dit, tu as parlé de zones humides, de machin de bidule, donc on est sur, sur une végétation, donc c'est peut-être quelque chose qui s'apparente à de la tourbe, quelque chose de très tourbeux. J'en sais rien, mais si tu as des plantes effectivement qui sont hygrophiles, donc je ne parle pas d'ici, je parle juste dans la partie donc, qui est plane, le fluvio-glaciaire c'est plan. D'accord, c'est un cours d'eau, c'est un lac, c'est un machin qui, en gros, qui est directement en lien avec la fonte des glaces. C'est aussi bête que ça. Et puis dès que tu t'écartes de cette zone-là, en fait, tu montes d'un étage, tu récupères en gros ce qui s'est déposé depuis de 10-15 000 ans. Donc c'est peut-être des résidus de moraine, j'en sais rien, parce qu'il y a un gros masse qui est par ici. Moi, je pense que tout autour ici, tous les bas-fonds, c'est des moraines. Donc une moraine déposée il y a 10 000 ans, donc la machine sol s'est mise en place quand le climat a changé, donc il y a 10 000 ans. Donc tu as exactement ce qu'on a dans le Jura, sur les plateaux du Doubs et du Jura, et quand on monte plutôt sur la Haute-Chaîne, c'est exactement le même contexte que ça, sauf que le matériau qui a été arraché dans le Jura, c'est des calcaires, et le calcaire, il génère des argiles. Donc il nous fait des trucs qui tiennent la route. Ici, je suis désolé, c'est des granites, donc un granit... C'est ça, donc c'est un peu plus compliqué. Donc ce qui est déjà bien, c'est que on est au-dessus d'une zone de stagnation. Comme on avait vu quand on est allé chez toi, on est dans une autre situation. On a des problèmes à l'inverse, on a beaucoup d'argile, mais l'eau ne peut pas circuler. Donc à un moment donné, il faut s'affranchir de ces risques de périodes où on a de l'eau qui risque d'arriver d'un coup. Et puis si tu commences à faire des carrés, donc en gros à piéger ton eau, tu commences à rentrer dans les emmerdes. Donc ici, on n'a déjà pas ça, donc c'est déjà bien. Donc ce que tu peux largement faire, c'est augmenter ton volume. Donc ça veut dire créer des planches, cette fois-ci, oui, c'est aussi simple que ça. Et puis après, voilà, non mais il n'y a pas... En gros, tu artificialises ton truc. Et puis comme globalement, tu es sur des sols relativement, je te dis, jeunes, donc jeune, ça veut dire qu'on est encore sur des sols où la matière organique a un fort pouvoir sur, en gros, la construction de l'horizon. On est dans un pas de temps du sol, donc 10 000 ans, c'est ultra jeune. Donc du coup, tu bénéficies de tout ça, et puis le peu que j'en ai pris, puis on regardera là, tout à l'heure, on n'est pas encore sur des textures sableuses, on n'est pas du tout chez toi. Je pense que si, en regardant ça, tu vas rêver, en disant si seulement j'avais, ne serait-ce que ça, parce qu'il n'y a quasi plus d'argile dans la parcelle qu'on avait vue chez toi, alors que toi, tu en as un tout petit peu. Ça se tient. Il y a un petit peu d'agrégation. Donc, si tu multiplies par 2 déjà la profondeur, tu multiplies par 2 ta réserve en eau. Donc déjà, ça va être quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Et puis après, ça va être ta gestion de matière organique pour, en gros, pour essayer d'augmenter la réponse biologique qui, elle, va te créer des gels bactériens, etc., qui sont autant d'espace où de l'eau pourra se nicher dedans. Mais tu n'as au moins pas d'eau, quoi. Tu n'as au moins pas d'eau qui ne sera pas emmerdé par l'eau, quoi. Alors après, tu as le pH, puisqu'on est globalement quand même sur des milieux très acides. Alors l'eau, je sais que j'avais fait analyser l'eau, c'était à 6,5. Je m'attendais à pire. Ouais, oui, je m'attendais à pire sur 6,5. Après, voilà, qu'est-ce que ça traverse? Bon, donc globalement, on est sur des milieux acides. Oui, alors, si tu es que autour de 6, c'est bien. Si tu descends en dessous de 5, ça va devenir un peu plus compliqué sur la gestion. Mais ça veut dire que, bon, il faudra voir si tu décides en gros d'amender ou pas. Bon, tout ça, c'est des questions qui sont à... Ce qui est certain, c'est que si tu veux booster, activer la réponse biologique, la neutralité est plutôt bienveillante sur le fonctionnement bactérien. Maintenant, c'est ça, exactement. C'est plutôt ça qui est... Bon, après, ce qu'on a vu tout à l'heure, un joli ver de terre qui était un joli ver comme ça, eux, les milieux très acides, ils ne sont pas là. Donc on est déjà sur un marqueur où c'est plutôt... Voilà, on est plutôt... Donc, faut contrôler. Il faut contrôler. S'ils sont là, c'est aussi important de le savoir. Donc dès que tu vois en gros une communauté de vers anéciques en particulier, même dans des milieux séchants, ça veut dire que ce n'est pas si séchant que ça, parce qu'eux sont là.
Donc dans des sols beaucoup plus acides, beaucoup plus, on va dire cette fois-ci, à des textures beaucoup plus grossières. En plus, c'est plutôt abrasif. Donc bon, là ici ça a été un petit peu, on va dire, le côté abrasif est moins présent parce qu'on est sur du fluvio-glaciaire et sur du glaciaire. Ça veut dire que ça a avancé, donc quand on avance, on fait rouler, c'est-à-dire que tout le côté des petits granites qui sont en gros, qui sont cette fois-ci plutôt en forêt, et les morceaux de quartz qui sont hyper coupants, il n'y en a pas, tout est un peu arrondi. Donc de ce côté-là, et c'est la première preuve. Voilà. Donc tu as des vers anéciques, donc ça veut dire que le pH, c'est peut-être pas si mal. S'ils sont là, c'est que l'assèchement, ils sont capables de gérer. Donc normalement, si eux sont capables de gérer, normalement le système racinaire devrait normalement être capable de gérer. Voilà un petit peu l'idée générale. Ok, donc voilà, c'est des sols qui sont, on va dire, qui sont, hop, voilà, simples, hein, donc très simple du point de vue de l'organisation, mais tu vois, c'est bon. Vous le sentez en fait, hein, quand on appuie dessus, on sent tout de suite le côté très grossier des morceaux de sable donc granitiques. Quand on regarde dans le détail, tu vois qu'ils sont tous, en gros, ils sont tous un peu émoussés. Donc le côté émoussé, c'est la signature que c'est quelque chose qui a été transporté. Voilà, donc hein, on passe, émoussé, tu vois, c'est le fait que tu n'as aucun angle. Ah ok. Tu vois, c'est des petits, tu prends n'importe quoi, c'est tout un peu, voilà, c'est tout un peu arrondi. C'est pas encore complètement du galet qui est la vitesse supérieure, mais globalement, dès que dans des contextes, tu as des petits cailloux que tu regardes, et puis tu vois cette signature-là, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as du transport qui s'est passé, donc soit fluviatile, soit glaciaire. Donc ici, on est vraiment dans le contexte glaciaire. Et puis du coup, voilà, les choses qui sont intéressantes, mais encore on est léger, hein, ça ferait sourire tous ceux qui ont des sols un peu argileux, hein, c'est que tu vois, j'ai un morceau qui se tient. Donc ça veut dire que c'est pas un tas de sable. Donc et puis quand je m'attendais à pire. Et puis quand je le défais, tu vois, on a des choses qui font entre 1 et 3 mm. Donc ça veut dire que tu as un poil d'argile, combien, j'en sais rien, 10%, 13%, 9%, j'en sais rien. Mais c'est déjà là. Donc après c'est plutôt... Non, voilà, moi je m'entendais avoir, voilà, je m'étais fait mon schéma avant d'arriver, si tu veux, hein, donc bon, si on est, voilà, on n'est pas sur ce qu'on appelle dans notre jargon une structure qui est particulière. Le terme hein, structure, hein, souvent pour présenter les structures, hein, donc les structures c'est l'organisation, hein, c'est l'architecture, c'est la maison en gros, c'est à peu près ça. Et donc du coup, plus on tape sur des sables, et a fortiori très grossier, plus tu glisses petit à petit vers quelque chose qui ne se tient pas. Et le côté particulier, c'est que voilà, les éléments sont posés les uns sur les autres, à côté des autres. Donc l'eau, c'est pas compliqué, il pleut, tchouf, ça descend. Donc il n'y a que la partie organique et la partie vivante qui va être capable de retenir un poil d'eau. Donc voilà, on va se contenter de ce qu'on a, l'artificialiser, augmenter de manière, on va dire, significative la capacité de rétention en eau, va falloir charger en matière organique. Il y a un truc beaucoup plus simple, c'est peut-être de faire de temps en temps, de travailler en planche ou en butte, hein, je dirais. Donc là c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc, ah ben tu multiplies par deux, c'est voilà, aussi simple que ça. Voilà. Et puis par rapport à parce que parfois quand on fait ça, ça peut être, on peut avoir en gros des retours de bâton qui sont parfois compliqués, parce qu'en fait c'est qu'on considère le sol que comme 0,20 et on oublie qu'il a une histoire en dessous, hein, et puis celle-là elle compte aussi. Ici c'est bien parce qu'en gros en dessous des 25-30 premiers centimètres, c'est l'amorce de la géologie. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu cumules des horizons organominéraux, des horizons de surface. Voilà, tu les poses les uns sur les autres. Ça veut dire que tu ne changes rien en fait à son organisation. Voilà, une fois que c'est à peu près stabilisé, etc. Tu n'as pas de fonctionnement hydrique, tu ne risques pas de cassure. Hein, c'est des choses qu'on a vues l'année dernière. C'est vraiment ces risques en gros, de rupture de perméabilité qui sont pires que tout, quoi. Donc c'est bien quand on décide de faire quelque chose, c'est bien de comprendre où va l'eau, et voilà. Donc ici on sait qu'elle traverse, donc tu ne seras pas embêté, mais du coup tu as besoin d'eau en rétention, et bien augmente. Voilà un petit peu là. Et puis après pour maintenir, alors tu en as de la matière organique ici, hein, donc ça veut dire qu'il faut contrôler. Moi je pense que dans les analyses justement de Célestat, donc si tu en fais une est largement suffisant ici, tu auras une bonne, en gros tu vas avoir une bonne photographie de ton fonctionnement.
Parce que voilà, donc sur des milieux, surtout prairiaux, qui sont à peu près stables, parfois on a des curiosités. On part de milieux acides, etc. Et puis finalement on voit que le carbone, en gros, il se minéralise. Ça veut dire que ça respire bien. Bon, et que derrière, si ça lâche un peu d'azote, eh ben, tant mieux, c'est très bien. Donc tu en auras en petite quantité, ça c'est clair, on va pas chercher, il n'y en a pas énormément. Mais du coup, c'est quand même... Donc tu fais ça, et puis après, tu sais après dans quelle direction tu vas devoir jouer pour, par rapport au projet que tu as, sans tout perturber. D'accord? C'est que... Donc je dis le pH, ça peut se chauffer, voilà, tu peux amender. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis simplement que ça fait partie des leviers que tu dois effectivement intégrer par rapport à ce que tu veux faire, du cholage. Ou l'amendement, voilà, l'amendement, le cholage, c'est vrai que c'est le terme générique, c'est vrai. C'est pas mettre de la chaux, d'accord? C'est voilà, c'est mettre. Comment? Oui, enfin, la chaux vive, voilà, vous évitez ce genre de choses. Mais en gros, voilà, en tout cas, c'est un des leviers. Donc, juste savoir, voilà, où ça en est, et puis en fait la meilleure des réponses, parce qu'encore une fois on ne sait pas tout. Moi je reste toujours très curieux de situations, pour avoir fait des interventions dans le Cantal, où des gens à pH 5,5 font de l'orge et ça pousse bien, font de la luzerne. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des trucs qui nous échappent. Donc est-ce qu'on a des communautés bactériennes, est-ce qu'on a des communautés en gros de mycorhizes qui font le boulot et que finalement ça ne sert à rien de s'énerver? Mais c'est pour ça que ces indicateurs analytiques, au moins ils posent les choses, et la minéralisation en conditions contrôlées, quand je te dis ça, ça te parle? Un peu? En gros, l'idée c'est de se dire que quand on va faire notre prélèvement et qu'on donne le prélèvement au laboratoire qui le met en conditions optimales de fonctionnement, donc on arrose juste ce qu'il faut et on colle une température limite équatoriale. Voilà, pendant 28 jours. Et donc la réponse de ce qu'on voit, ce qui sera effectivement une consommation de CO2, c'est la respiration, éventuellement ou pas une fourniture d'azote. Donc tout ça c'est donné en chiffres. Et du coup, en gros, c'est la vision dans 6 mois. Ça veut dire que si tu fais rien, et que les conditions pédoclimatiques sont celles du laboratoire, alors tu auras ça. Donc quand tu as besoin de faire pousser tes légumes, tes machins, tes bidules, toi tu sais mieux que moi si c'est plutôt gourmand en azote, si c'est plutôt gourmand en machin. Donc le carbone c'est l'efficacité. Voilà. Est-ce que ça respire? Est-ce que c'est accessible? Oui, non. Donc si le pH est trop acide, parfois ça tousse. Parfois c'est surprenant, ça marche. Donc on va dire si ça marche tant mieux. Donc le cholage c'est peut-être pas forcément nécessaire. Et puis derrière, si tu as suffisamment d'azote, ça veut dire que ton système il va pas mal. Si par contre tu n'arrives pas à chercher un poil d'azote, en gros tu as 0 azote ou pas grand chose, ça veut dire que il va falloir trouver la solution. Et la solution, retour matière organique. Donc il va falloir des trucs qui te filent de la... Ok, sur la manière. Donc en résumé, il n'y a pas d'eau, maintenant on le sait. C'est filtrant, à la limite c'est tant mieux. Parce qu'on peut avoir des vrais coups de flotte, parce que je pense que l'aléa climatique, cette année ça a encore été magique. Donc c'est des sacs d'eau, des sacs d'eau qu'il faut apprendre à gérer. Donc ça, voilà, c'est arrosé, tu as des grosses périodes de pluie. Tu n'as pas le problème de tassement derrière, qui sera récurrent derrière. Parce que dans beaucoup de situations, non seulement tu as la pluie, mais en plus tu as les emmerdes. Donc toi tu auras la pluie, mais tu n'auras pas les emmerdes. Donc on augmente ton volume, tu multiplies par d'autres ta hauteur des planches. Donc voilà, tu fais des trucs qui font 40 cm. Donc mais déjà 40 cm sur 50 cm de large, ça fait déjà du volume. Si ton système racinaire il est capable d'aller là-dedans, c'est très très bien. Et puis après tu gères à partir d'une analyse type Célestat, donc un petit peu ton avenir, voilà, par rapport à ce que tu as envie de faire. Voilà un peu l'idée générale. Oui, et puis comme ça nous indiquera vraiment le ratio carbone-azote, exactement. La minéralisation, et du coup, qu'est-ce que tu auras besoin vraiment pour tes plantes et de quel type de produits organiques, quelle décomposition rapide. Parce que sur des petits fruits, etc., tu n'en as pas forcément besoin, donc du coup ça veut dire que tu peux les laisser, tu les laisses tranquilles, donc ça va pas mal, mais tout ce qui est, donc c'est, voilà, en gros tu as toutes les cartes en main pour jouer, et pas le problème d'eau d'excès. Et ça c'est quand même plutôt important. Et puis ensuite sur ta ressource en eau, c'est plutôt à... Voilà, tu fais venir quelqu'un avec des baguettes qui te dit il y a quelque chose, il qui te le certifie, il faut profiter de ce genre de choses. Et puis après tu as le débit, et puis après tu as ta possibilité d'aller chercher de l'eau, mais bon. Et s'il va trouver de l'eau, quoi, mais à quel débit? Après voilà, tu sais aussi sur des terrains qui sont là, bon pour l'instant, je pense qu'on ne va pas trop te chercher des noises, mais les secteurs qui sont très humides
avec une flore un peu particulière, tout ça, ça s'appelle zone humide. Hein. Ça veut dire que c'est protégé par la loi française. Hein. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de jouer. Hein. A priori, ben, en fait, c'est le fond qui est plan. Hein, par rapport à, voilà, en gros, là, voilà, c'est ça, exactement. Mais ici, c'est pas... Non, mais là, tu n'y es pas. Hein. Là, il n'y a pas à discuter. Hein. Mais pour la suite, hein, si tu veux, si à un moment donné, si un jour tu fais ton projet et que tu as l'OFB qui débarque avec le pétard à la ceinture et qui te fait peur, tu restes très calme. Tu dis, ouais, mais surtout, tu ne payes rien et tu dis, moi, je vais demander une expertise. Et en général, on n'est pas nombreux en France, on est 18. Hein. Ça se fait sur le terrain aussi de manière contradictoire. Hein. Il suffit de les faire venir, on se voit, etc. Et on se met d'accord sur la limite. Et c'est oui, c'est non, tout le monde signe une feuille de présence, tout le monde atteste et puis les choses sont terminées. Hein, les choses se font simplement. Alors j'étais quand même étonnée parce que quand on a planté les arbres fruitiers à la mini-pelle, du coup on a quand même creusé à facilement 50 et moi j'ai eu peur justement que quand on creuse on tombe sur de l'eau quoi, limite. Quoi. Et en fait non. Non, pas du tout, et j'étais étonnée. Encore, tu peux y aller. Hein. Sur des moraines, hein. Donc moraines, tu peux avoir 5, 6, 7, 10, 15 mètres de ce matériau-là. Si tu veux, dans l'ordre des choses, tu as la moraine qui a d'abord tout recouvert. Et tu vois, une moraine, ça avance comme un cours d'eau lent. Donc ça crée une espèce de vague. Et puis quand les derniers morceaux de glace se sont un peu détachés, comme dans les Alpes, hein, à un moment donné, ta glace, elle va reculer, et puis du coup, c'est un cours d'eau qui circule. Et du coup, c'est pour ça que tu as des choses planes. Donc en gros, ce cours d'eau, il a également charrié les matériaux de la moraine, puisqu'il coule dessus, et il t'a fait un truc à peu près plan. Tu avais deux cas de figure. Soit le matériau morainique, il est suffisamment perméable, et auquel cas, ben, ça disparaît. Soit c'est imperméabilisé, et du coup, tu as un truc qui est plan, mais avec de la flotte. Depuis 10 000 ans, comme il fait un peu froid, ben forcément, ben dans ces zones planes, va se développer en gros ben le fonctionnement des sols qui sont très hydromorphes. Comme bon, il fait encore pas trop froid ici, mais avec beaucoup de matière organique qui évolue pas, donc c'est du subtourbeux quoi. Qui bouge pas trop. Quoi. Tu prends la carte géologique, tu regardes la carte topo, tu as la réponse. Tu as peut-être des espèces protégées floristiques. Ouais, bah, en fait c'est pour ça que la prairie du fond, elle m'a aimablement demandé si je voulais bien que la faucher pour préserver les fleurs et pas faire pâturer d'animaux, ce qui en soi me dérange pas. Enfin, cette prairie elle restera juste fauchée toute sa vie et voilà, c'est très bien. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, rigoureusement, il n'y a pas de variabilité majeure par rapport entre les deux. Oui, très honnêtement, on est dans le détail. Hein. Mais l'herbe pousse beaucoup moins bien sur cette zone-là et après beaucoup mieux là. Si tu as un début de réponse, quand tu regardes. Moi je trouve qu'il y a un beau chevelu racinaire. C'est ça, mais du coup un chevelu racinaire qui est notoirement bien concentré sur la surface. Tu vois. Dommage, c'est fauché ça. Donc ça veut juste dire que je ne sais pas comment c'était avant que tu arrives. Fauché. Sur les 20 années ou 30 a priori années que fauché. Donc en tout cas ton système racinaire il remonte. Tu vois, il est un joli petit chevelu ici. Donc ça veut dire que sur des sols qui sont qui sont très proches, hein, donc en termes de comportement, si ton système racinaire il est, tu vois, comme on le montre ici, notoirement plus installé ici, pas compliqué. Si 70% de ton système il est posé là, un coup de sec, ça peut griller, ça peut moins fonctionner. Donc c'est juste simplement, toi, je regarde et puis on voit l'organisation. Quand tu as des jolies touffes d'herbes, de racines, hein, et que quand tu prends ta mode, ça fait vraiment un espèce de truc qui est bien colonisé, bah, tu as un peu moins de risques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raison, parce que la nature est compliquée, du fait que les racines ne descendent pas? Mais après, toi, voilà, tu as ça. Oui. Et je dis souvent sur le tassement en système prairial, c'est que si à un moment donné ton système il s'est installé et que ton système racinaire il est là, pour le refaire descendre, il y a un moment donné, il va falloir ou le contraindre ou essayer de trouver quelque chose, mais tant qu'il est là. Bah, comme on est dans des régions globalement il se complaît dans des régions globalement arrosées, c'est vrai que c'est pas grave en soi, mais il suffit d'avoir à un moment donné la période qui va pas bien et tchac. Donc ça peut être une des réponses, j'en sais rien. Du coup, donc, ça peut être dû au tassement et ça peut être aussi, ça me fait penser à vos prairies de doublistes, où on met trop à bouffer tout le temps et en fait le système prairial devient flemmard et comme il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, bah, il reste. Ça peut pas être le cas, vu que ça a que été exporté quoi. Donc le problème, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça s'est installé en fait ça du coup. Il y a encore à chercher pourquoi il est comme ça. Mais c'est parce qu'il a été fauché tout le temps. C'est une fois quoi. En plus il n'y a qu'une fauche ici, hein. Il y a une seule fauche annuelle donc.
Mais du coup, moi, ça me pose quand même vraiment question quand c'est pas le tassement ni la surfertilisation. Je te dis, c'est juste ça. Voilà. Moi, ce que je regarde, c'est ça. Va pas plus loin, quoi. Ça, c'est vraiment un truc très con. Hein. Parce qu'en termes de, si tu veux, en termes de mécanique de sol, on n'a pas de tassement. D'accord? C'est-à-dire, mettre une racine qui aurait cette capacité de faire bouger les meubles, t'en as à peu près, t'en as pas besoin. Hein. Donc, il y a plutôt intérêt, si tu veux, c'est tu griffes. Hein. En gros, c'est de couper un peu une espèce de chevelu. Après, pour le pourquoi du comment, on savait qu'on peut passer la soirée à boire des bières et si vous qui a raison, j'en sais fichtre rien. Quoi. Mais ce qui est surtout le plus important, moi je retiens souvent ça, c'est la réponse, c'est que c'est ça. C'est que en gros, ton système, il est, voilà, on a un petit feutrage qui, effectivement, qui normalement ne devrait pas être là. Bon, s'il est là, il y a bien une raison. La deuxième question, c'est comment le faire descendre? Après, le faire descendre, c'est toujours la même chose, mais est-ce que ça c'est nécessaire ici par rapport à ce que tu veux en faire? J'en sais rien, moi, très honnêtement. A priori, tu vas le. Si tu as 15 ans de sécheresse, ton sol, il est, voilà, en gros, il est super bien. Tu serais dans un système d'élevage avec voilà, de la prairie à rebooster un tout petit peu. Et ben à un moment donné, voilà, on coupe ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes des disques. Tu les passes à 4 cm, hein, c'est tout. Hein. Donc en gros, tu contrains ton système. À descendre plutôt que. Et après, tu le laisses tranquille, c'est-à-dire que tu ne refauches pas derrière, tu ne mets pas d'animaux, en faisant en sorte qu'ils descendent. C'est-à-dire que toute réparation mécanique, elle doit procéder à une réponse du sol. Donc si ici, il est clairement pas tassé ton sol, hein, voilà, il fait juste rêver tellement c'est joli. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller s'énerver à bouger cette partie-là. Par contre, ça, oui, ça peut être un peu plus embêtant. Mais vu ta surface, vu ton projet, comme les choses vont être un peu modifiées, pour te rassurer complètement sur ton fonctionnement biologique global, voilà, fais une analyse et puis comme ça après tu te poses tranquillement et puis tu vois quelle direction tu peux prendre sans tout chambouler. Et puis surtout profiter, mais là je rejoins complètement, c'est profiter à un moment donné dans un schéma, dans un projet comme le tien en maraîchage, ben, la nature t'offre en gros entre guillemets un terroir qui va très bien pour un certain nombre de choses. Du coup c'est de se dire est-ce que ça t'intéresse? Parce que voilà, donc après il y a à un moment donné l'intérêt fait partie quand même du jeu. Hein. Mais c'est parfois dommage de se dire on ne profite pas finalement du terroir, voilà, du terroir sous lequel on est. Le maraîchage le redit, mais de manière peut-être un peu provocante, mais vous pouvez tout transformer. En gros, vous pouvez tout. Alors c'est peut-être pas bien dans MSV, hein, mais quand même vous pouvez tout artificialiser. Et c'est intéressant. Mais par contre, voilà, l'artificialisation raisonnée. Pour la comprendre, c'est un petit peu voilà, ce qu'on avait eu quand on est allé chez toi, c'est que c'est bien comprendre le fonctionnement de ton sol du point de vue du comportement hydrique, drainant, pas drainant, voilà, donc est-ce que l'eau stagne, donc ça tu comprends bien. Et une fois que tu as bien compris, ton projet, en gros tu surélèves ton sol ou toi tu surélèves non pas pour te protéger de l'eau mais pour en récupérer un peu plus. Toi c'est la même, c'est dans le même principe, quoi. C'est un peu... Et après, du coup, dans l'itinéraire technique envisagé, là, par exemple avec les cochons, est-ce que ça semble poser problème sur ce sol? Ben non, parce que c'est le sol qui ne se tasse pas. Hein, ça voilà. Pas de... Surtout en plus, tu fais light. En gros, c'est ta charrue à pattes, hein, puis en plus tu rapportes de l'azote. Donc, personnellement, je trouve ça plutôt rigolo, c'est plutôt sympa. Et donc le mieux, moi ce que j'envisageais, c'était les cochons 3 semaines sur un jardin, donc 3 cochons. Et après, en fait, comme j'ai pas de machine, c'était en fait lisser au compost. Alors est-ce que Le problème, c'est que avant de faire ça, pose-toi la question de la manière dont ton sol réagit. Parce que si tu es dans un milieu où tu as déjà peu de matière organique, et qu'en plus, je dis n'importe quoi, si on est sur des humus qui sont à peu près comme les humus qu'on a dans les allochrysols, qui sont des sols milieu acides, et ben ça c'est imbouffable. Donc si toi tu en rajoutes une couche, ça veut dire qu'en gros tu vas redérégler ton sol dans une manière de se comporter qui, par rapport à ce que tu veux pousser, ne t'apportera pas d'azote. Donc il faudrait mieux partir sur du fumier alors. Il faut pas. Voilà, il faut que tu saches. En gros, ces analyses-là, c'est pas pour le. C'est vraiment pour savoir ce que tu as sous les pieds. C'est vraiment que ça l'analyse. Hein. En gros, tu as, et puis les minéralisations en conditions contrôlées, c'est vraiment faut s'imaginer, je colle mon sol, en gros, c'est la fourniture de mon sol dans 6 mois. Qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà. C'est ton banquier, voilà, tu vois, est-ce que tu as un compte qui est blindé ou pas? Alors ça, moi,
Alors du coup là on va s'intéresser un peu à l'irrigation. Donc comment j'ai procédé? Donc j'ai eu Johanna au téléphone vendredi en début d'après-midi. Elle a commencé à me donner certaines informations techniques, donc notamment la taille de ses jardins, le matériel qu'elle souhaitait mettre, donc plutôt méganette, micro-aspersion. Et autre info, oui, elle avait contact avec un foreur qui lui avait dit sur carte, on a repéré de l'eau à, donc c'est donné, voilà, maxi 15 mètres à 4 mètres cubeurs. Voilà, donc les infos que j'avais à disposition. Donc j'ai commencé à faire plusieurs hypothèses que vous avez sur le papier. Donc j'ai repris ces jardins de 8 mètres par 25. Et j'ai regardé ensuite, donc j'ai pris les données techniques finalement des micro-asperceurs et méganettes. Et donc celui qui correspond le mieux à ton système, donc étant donné que tes jardins font 8 mètres, c'est d'avoir 8 mètres de rayon. Voilà, et donc le premier modèle qu'on trouve, c'est celui de couleur bleue. Vous voyez, les méganettes, ceux qui ont plein de couleurs différentes. Et donc celui-ci, il est à 500 litres/heure. Voilà, il fonctionne à 3 bars. Voilà. Donc d'où ce petit dessin là, donc ce serait le positionnement finalement de tes asperceurs sur ton jardin. Voilà, sur la première hypothèse. Voilà, donc avec des déflecteurs, c'est-à-dire pour pas que ça arrose à côté, tu vois, donc il faut qu'ils arrosent à 180 degrés. Voilà, donc ça ferait ce modèle là. Dans ce contexte là, du coup tu vois que tu as 5 asperceurs, ce qui fait qu'il te faut 2,5 mètres cubes par jardin. Étant donné que tu m'as dit que sur un potentiel forage, tu aurais 4 mètres cubeurs, ce qui veut dire qu'avec le forage, tu pourrais irriguer 1,5 jardin à la fois. Okay. Voilà, donc ça, c'est la possibilité à vérifier une fois que le forage est fait, parce qu'il donne ça, il y a peut-être plus, il y a peut-être moins, tu vois. Bon, en tout cas, avec les infos que tu m'as données, c'est ça finalement la conséquence. Et donc j'ai fait le calcul d'irrigation. Donc ce qui se passe avec ce système-là, donc j'ai fait les calculs, en fait, on multiplie les maillages par le débit, etc. Et ça donne la quantité d'irrigation apportée en 1 heure. Donc là, en l'occurrence, si tu irrigues avec ce système-là pendant 1 heure, tu apportes 7,8 mm par heure. En gros, vous voyez, quand on parle d'une pluie de 10 mm, voilà. Donc là, 1 heure d'irrigation avec ce système-là, ça t'apporte voilà, 7,8 litres par mètre carré, autrement dit, c'est ça que ça veut dire, quoi. Et du coup, ouais, ça coûte pas cher comme système, effectivement. Et donc l'avantage de ce système-là, qu'on verra la différence avec le suivant, c'est que là, il y a un recoupement en fait. Donc c'est-à-dire les cercles en fait, ils vont se recroiser, donc tu vas avoir une irrigation homogène. Vanne, du coup, on la met là par exemple, et donc du coup on a 2 tuyaux qui partent. Et ben en fait, tu vas avoir une arrivée principale ici. Ouais. Sur laquelle voilà, tu vas mettre ce qu'on appelle un tuyau d'amener qui amène l'eau en fait de son nom. Et sur le tuyau, tu as 2 vannes en fait. Et donc tu ouvres les 2 vannes. Je suis obligé d'ouvrir 2 vannes. Et ouais, tu es obligé d'ouvrir 2 vannes. Bah, t'as qu'une vanne. T'as ouais, une vanne là. Ou t'en ouvres qu'une, ouais. T'as tes 2 trucs, ouais. Voilà. Tu les ouvres. Ouais. Donc j'ai fait une hypothèse 2, voilà, effectivement, avec 3 asperceurs centraux, de 8 mètres également de rayon, ce qui du coup ça t'irrigue un peu plus. Parce que des 4 mètres de rayon, il n'y en a pas en fait. Dans les systèmes là, c'est 7 ou 8. Voilà. Ou 8,5. De rayon, ouais, c'est 14 mètres de diamètre. Donc 7 mètres de rayon, 8 mètres ou 8,5. Voilà, le plus petit que tu as, ce serait 7 mètres de rayon. Donc ça déborderait en plus de ton jardin. Et là, surtout, il n'y a pas de recoupement d'irrigation. Donc en refaisant le même calcul d'irrigation, avec ce système-là, on apporte 2,5 mm par heure. Voilà. Donc du coup, on voit que déjà, il faudrait pour la même quantité d'eau arroser 2 fois plus longtemps, même presque 3 fois plus longtemps. Par contre, tu as besoin de moins d'eau dans l'absolu par jardin, forcément, puisque tu n'en as que 3. Donc tu aurais besoin que d'1,5 m3, ce qui te permet d'arroser 2 jardins. L'autre, c'est 1,5. Bon, tu vois, la différence, elle n'est pas si énorme. J'ai mis attention parce que là, effectivement, il n'y a pas le recouvrement, donc il va y avoir des zones de recouvrement là au milieu où ça va être bien irrigué, mais sur tes bords il va y avoir un déficit, quoi. Voilà. Mais là après c'est une hypothèse avec un jardin isolé. Maintenant si tu as 2 jardins côte à côte, la dynamique n'est pas la même, tu vois. Donc là c'est vraiment ouais, après voilà, sur les bords tu auras sur les bords tu auras toujours ce truc là, ouais. Et donc l'hypothèse 3 c'est combiner l'hypothèse 1. Voilà. Donc la première, avec un bassin de rétention, ce qui permet de mettre une pompe
qui va te fournir plus que 4 mètres cubeurs, ce que te donne ton forage a priori. C'est l'intérêt que j'aimerais de Ouais, voilà. connaître cet étang. Et donc là maintenant le dimensionnement de cette pompe, en fait, ça va être à toi de voir combien de jardins tu as envie de faire en même temps, sachant que pour un, on a vu, hein, il faut 2,5 mètres cubes. Et ben si tu as envie d'en faire 5 en même temps, il te faut, voilà, tu multiplies 2,5 par 5. Et c'est le dimensionnement de ta pompe, auquel j'ai laissé des trous un peu dans la raquette parce que je ne connaissais pas encore le terrain, notamment de perte de charge. Alors quand je vois la longueur, et là c'est dérisoire, enfin c'est négligeable. Les pertes de charge, elles seront quasiment inexistantes. Ouais. Donc là, voilà, il faut un peu la prendre en compte, mais ça va vraiment être des 0,2 bars, allez, au doigt mouillé comme ça. Donc là, tu n'auras pas de problème par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'après-midi, tu m'as donné des infos complémentaires. Tu as réussi à avoir ton fournisseur de réseau d'eau et tu m'as donné les infos du réseau d'irrigation, donc de l'eau potable. Et donc là, il semblerait que tu es à 12 mètres cubeurs, à 8 bars ici, donc c'est pas mal. Avec Ouais. ouais. 140 mètres Ouais. et le château il est à 520. Voilà. Et ouais, si, ça arrive, ouais, il y a des zones, ouais. Et sachant qu'il est à 80 centimes le mètre cube. Donc là, je pense que là, à mon avis, on peut mettre ça dans la balance. Ouais. Donc on voit que le forage, le devis du forage, il est à 8 000 euros. Plus si on part, voilà, avec la pompe. Si on part sur un système hypothèse 3 avec un bassin, tu comptes à peu près 4-5 000 euros en plus. C'est d'où l'intérêt pour les temps. Donc maintenant le calcul, l'intérêt il va être à faire ça, c'est-à-dire tu vas avoir 14 000 euros de frais pour combien d'eau tu vas utiliser par an. À 80 centimes le mètre cube, il va te falloir une décennie ou deux pour rééquilibrer. Par contre, il y a quelque chose qui pèse dans la balance et qui n'est pas comptable, c'est d'augmenter le nombre de ressources en eau. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as beau avoir ces 12 mètres cubeurs, ces 8 bars, s'il y a une restriction d'eau, tu ne peux pas les utiliser. Par exemple, non, ben voilà, après, donc l'intérêt aussi, il n'est pas que financier, il est aussi multiplier les ressources, les origines de l'eau pour justement pouvoir. C'est pas sur la facture que ça va vraiment t'apporter quelque chose, clairement. C'est plutôt sur le fait d'en disposer tout le temps quand tu veux. Voilà. Et sur la qualité de l'eau. Donc du coup, voilà un peu les hypothèses de travail finalement sur une surface comme ça. Ça va pas tant être finalement sur l'économique que ça va peser, quoi. Plus sur ta ressource en eau, tes choix. Investir, Sachant que là, un système d'irrigation comme ça pour cette surface-là, le matériel, là, tu vas en avoir pour 3 000 euros, peut-être 2 500, 3 000 euros. Je veux dire, ça va, c'est pas excessif. Pour le bénéfice aussi, hein, comme du coup, c'est là qu'on rebondit avec ce que Christian apporte. Tu vois, tu parles au mois de mai, c'était sec et jaune. Enfin, si c'est irrigué, c'est pas le cas, tu vois. Et je veux dire, tu peux aussi alimenter ton sol, permettre à ton sol de continuer à vivre, à alimenter, et à générer de la matière organique par le fait que tu aies de l'irrigation. Donc c'est un point à absolument pas négliger et à pas mettre de côté, quoi. Planter des herbes aussi, ça fait partie des... C'est pas une solution miracle, c'est un élément supplémentaire, complémentaire, effectivement. Bon, qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ça dépend des cultures en dessous, mais effectivement aussi amener de l'ombrage. C'est intéressant du coup de combiner avec l'association Maraîchage Sol Vivant Grand Est, avec d'autres maraîchers du coup qui ne se connaissaient pas du tout, et puis aussi des approches un peu différentes. Donc là, dans le groupe Gaïa, en fait, en Haute-Saône, c'était des maraîchers de tout type qui ne sont pas forcément inscrits dans les mêmes itinéraires que la plupart qui sont en maraîchage sol vivant, et au final en discutant on se rend compte que finalement il y a plus ou moins les mêmes itinéraires quand même. Donc voilà, c'était aussi intéressant de rapprocher, on va dire, finalement un groupe MSV et un groupe classique, alors qu'on voit qu'en fait finalement quand on est en bio, tout le monde cherche en fait le meilleur compromis biodiversité et régénération du sol. Donc au final, on est dans une approche assez similaire pour tous.